menaçait de faire éclater son vaisseau en 1000 morceaux, et retrouvons Zaxxon, qui pour la première fois dans l'histoire des jeux vidéo proposait une représentation convenable des 3 dimensions. Révolutionnaire. Si la science-fiction était bien la principale source d'inspiration de la fin des années 70, elle n'était pas la seule. Pac-Man proposait d'animer un être imaginaire, petit disque vorace, qui livrait un combat sans merci et plein de ruses à des fantômes. Le succès fut énorme. En France, un livre de plus de 100 pages d'astuces voyait le jour. Les Américains, eux, créaient le Pac-Man Memorial Day pour célébrer correctement leur héros national. Des créatures étranges comme Pac-Man aux vrais animaux, il n'y avait qu'un pas, il fut vite franchi. Pingo mettait en scène un pingouin, roi de la glissade de blocs de glace, pour se jouer de ses ennemis. Centipede, lui, avait recours aux propriétés géométriques du mille-pattes. Quant à Frogger, il proposait d'aider une grenouille à traverser des chemins lourds de dangers mortels. Et soudain, patatrac, Mario fut. Il commença petit, second rôle d'un jeu nommé Donkey Kong, dans lequel un singe lui lançait des projectiles, et il faillit bien ne pas survivre au procès qu'une grande firme de cinéma fit à l'inventeur du jeu, une société du nom de Nintendo, qui, jusqu'alors, fabriquait des cartes à jouer. Nintendo gagna le procès, vous connaissez la suite. Les jeux de plateforme étaient nés, ils devinrent un genre à part entière avec un premier classique sur micro-ordinateur nommé Lode Runner. Au début des années 80, la préhistoire était terminée. Du noir et blanc, on était passé à la couleur, des salles d'arcade à la console et au micro-ordinateur. Simulations sportives, combats spatiaux, animaux transformés en héros, jeux de plateforme, tout était inventé. Les années 80 pouvaient commencer. Nominé par le jury, Day of the Tentacle de LucasArts, Freddy Farkas de Sierra, Simon the Sorcerer de Adventure Soft. et le gagnant est... Day of the Tentacle de LucasArts sur PC et PC CD-ROM. Graphisme incroyable, animation à la Tex Avery, scénario et dialogue hilarants. N'ayons pas peur des mots, Day of the Tentacle sur PC de LucasArts est à ce jour le meilleur jeu d'aventure jamais réalisé. Et le voilà qui revient aujourd'hui dans une version CD-ROM encore plus époustouflante. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. L'équipe de LucasArts n'a pas lésiné sur les moyens et a carrément demandé à des professionnels américains du doublage de dessins animés de prêter leur voix aux héros de ce jeu d'aventure délirant. Cette fois, les personnages parlent pendant toute la durée du jeu et on se croirait vraiment devant un dessin animé. Pour vous donner une idée du joyeux délire humoristique qui règne sur le jeu, sachez que vous devrez empêcher une ignoble tentacule mutante de devenir le maître du monde en dirigeant 3 adolescents boutonneux à travers 3 époques différentes, le passé, le présent et le futur, et que les 3 gamins peuvent s'échanger des objets en les plaçant dans des cuvettes de WC transformées par un savant fou en machine à voyager dans le temps. Rien que ça. À Micro Kids, on adore. Impossible de mettre une autre note que 19 sur 20. Dans la catégorie meilleur jeu de rôle, 3 sélectionnés. Beach Royale at Crandor de Dynamix Sierra, Lands of Lore de Westwood Virgin et Serpentile de Origin. et le gagnant est... Serpentile de Origin sur PC. Serpent Isle, signé Origin et Electronic Arts, plonge votre PC dans la plus mystique des aventures. Vous devrez décrypter les grimoires les plus sacrés et endurer les prophéties les plus funestes. Courage! Vous rencontrerez les maîtres des lieux, aux propos d'autant plus mystérieux qu'ils sont, hélas, en anglais. On note le très bon graphisme des visages, qui contraste avec le tracé du décor, beaucoup plus confus. Nous
voici dans la partie glaciaire de l'île. Les trappeurs aventuriers sont soudainement attaqués par une bande de pingouins vampires. La sauvagerie continue avec une rude bagarre contre des hyènes. Les combats se jouent entièrement à la souris et sont du coup un peu laborieux. Nous voici dans une région plus chaude. Ce pont qui enjambe un fleuve de lave est superbe. Notez que le personnage suit en fait les moindres mouvements de la souris. Ce mode de guidage est très commode et se révèle très précis même dans les passages les plus étroits. On reste cependant déçu par la bande-son plutôt légère. Sauf vers la fin du jeu, que nous vous montrons en exclusivité. Serpentile a encore beaucoup de secrets à vous dévoiler, une œuvre maîtresse, malgré quelques faiblesses techniques que nous notons 16 sur 20. Catégorie meilleure animation, 3 titres. Alone in the Dark 2 de Infogrames Flashback de Delphine. et Shadowcaster de Origin. And the winner is... Alone in the Dark 2 de Infogrames sur PC. Un des plus beaux jeux de Noël sur PC sort demain. Il s'agit de Alone in the Dark 2. Hubert, tu es scénariste de Alone in the Dark 2. Qu'est-ce qui se passe au début du jeu? Au début du jeu, on incarne un détective privé qui s'appelle Edward Carnby et qui doit sauver une petite fille qui a été kidnappée par un gang de bootleggers dans une maison maudite qui s'appelle Hell's Kitchen en Californie. On est en 1924. Oui. Et là, l'affaire se corse parce que, au contraire de l'homme numéro 1, il faut déjà au départ rentrer dans la maison, traverser un labyrinthe avec beaucoup de pièges, traverser après un sous-sol et après essayer d'aller sauver cette petite fille. Mais tout n'est pas si simple dans le jeu, puisqu'on va s'apercevoir que les gangsters auxquels on a affaire sont en fait d'anciens pirates qui sont immortels et qui ont passé un pacte avec une sorcière, voilà 200 ans. Le jeu est plus complexe, plus long que la première version? Oh oui, beaucoup plus long. On pense là à peu près tripler ou quadrupler le temps de jeu par rapport à Alone 1. Franck, tu as 23 ans, tu es chef de projet chez Infogrames. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet? Un chef de projet, c'est, disons, le programmeur principal sur le projet, plus celui qui coordonne toute l'équipe technique du jeu et qui fait aussi la coordination avec les autres composantes de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe graphique, l'équipe qui s'occupe des sons. Comment est-ce que tu es devenu chef de projet? J'étais programmeur sur Alone in the Dark 1 et en fait j'étais la personne la mieux placée pour devenir chef de projet sur Alone in the Dark 2. Et pour gérer le moteur de Alone in the Dark, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu vidéo? Alors un moteur, c'est en quelque sorte un générateur d'applications. C'est un outil qui sert à faire des jeux. Donc là, le moteur de Alone in the Dark sert à faire des jeux comme Alone in the Dark 1, comme Alone in the Dark 2, comme Jack in the Dark. Oui. Donc sert à faire des jeux en 3D temps réel, dans des décors en 2D. Hubert, il y a des passages particulièrement difficiles dans Alone in the Dark 2? Quelques-uns, oui. Surtout dans la maison, je pense que d'abord, quand on arrive au sous-sol, on a intérêt à se déguiser en Père Noël si on veut monter à la cuisine, ça c'est pour les joueurs. Et en haut, dans le grenier, on rencontre un personnage assez déconcertant qui s'appelle Bubble Blade, qui saute tout le temps pour se battre et il faut, si on veut l'éliminer, tirer quand il est sur ses deux jambes, et non pas sur les deux mains. Quels sont les autres personnages du jeu? On rencontre donc le chef des bootleggers qui s'appelle One Jack, qui est un ancien pirate borgne. Il a une demi-douzaine de lieutenants, parmi lesquels un monsieur à jambes de bois qui s'appelle Shorty-Leg et qui tire avec sa jambe de bois, donc Bubble Blade, le monsieur très souple. Il y a DeWitt, un type qui a un Derringer et qui manie très bien l'épée aussi. Enfin, il faut quand même laisser un petit peu de surprise aux joueurs. Le jeu sort sur PC, il est prévu sur d'autres machines? Si tout se passe bien, on devrait avoir dans la foulée le CDI et le CD-ROM et aussi quelque chose sur Macintosh qui sera prévu avant la fin de l'année prochaine. Et du côté des consoles, est-ce qu'il est prévu quelque chose? C'est en cours de recherche, en cours d'étude. Oui. Maintenant, certains problèmes se posent parce qu'il y a une grande différence entre un PC et une console. Le PC est beaucoup plus puissant? Le PC est plus puissant, d'un autre côté, la console a d'autres avantages. Donc à nous d'utiliser ces avantages pour essayer de faire tourner le jeu dessus. Il faut quel type de PC au minimum pour jouer sur un jeu? Il faut un 386DX avec 2 mégas de mémoire. Qu'est-ce qui fait un bon scénariste de jeu vidéo? Je crois qu'un bon scénariste de jeu vidéo doit écrire vite et c'est surtout avoir pas mal d'idées, au contraire d'un roman ou d'un film, d'un scénario de film où on creuse un petit peu un sillon.
le métier de scénariste pour jeux interactifs, c'est un petit peu comme dans les westerns de Pony Express, vous savez, où on passe d'un cheval à un autre, et il faut aller jusqu'au prochain relais pour pouvoir avoir une nouvelle monture. Franck, d'autres projets? Oui, Alone in the Dark 3, peut-être, sûrement même. Hubert? Alone in the Dark 3 aussi, on a commencé. Je pense qu'on va faire un western, et puis une suite à Shadow of the Comet qui s'appellera Prisoner of Ice, et qui se passera dans les années 36-37 au pôle Sud. Dans la catégorie Roi sélectionné, Alien Breed 2 de Team 17 Cannon Fodder de Sensible Software Virgin. et Syndicate de Electronic Arts. Et le gagnant est... Alien Breed 2 de Team 17 sur Amiga 1200. Alien Breed 2 de Team 17 sur Amiga 1200 est sans conteste un des jeux les plus excitants de l'année. Tout son charme réside dans le fait qu'il est possible d'y jouer à deux simultanément. L'ambiance du jeu rappelle celle de films comme Alien. Les joueurs incarnent deux soldats de choc qui vont devoir nettoyer plus d'une quinzaine de niveaux infestés d'extraterrestres affamés. Les aliens surgissent souvent de partout et vous ressentirez bien vite la panique vous envahir, surtout lorsque votre coéquipier s'enfuit du mauvais côté ou tarde trop à vous porter secours. Vous pourrez en chemin récolter des clés, des trousses de secours, de l'argent ou des munitions. Quant aux complexes dans lesquels vous évoluez, ils comportent des terminaux d'ordinateur auxquels vous pourrez vous connecter. Welcome to Intex 4000. Vous pourrez alors avoir accès à un réseau qui vous permettra d'acheter des armes plus puissantes, des munitions ou obtenir un plan du niveau dans lequel vous vous trouvez. Alien Breed 2 bénéficie d'une réalisation exceptionnelle qui exploite remarquablement bien les capacités de l'Amiga 1200. Le scrolling est d'une fluidité irréprochable, les graphismes sont fins et détaillés et les bruitages vous glacent le sang. Si vous voulez un bon jeu d'action pour deux joueurs, ne cherchez plus, c'est celui-là qu'il vous faut. Notre note, 19 sur 20. Catégorie meilleur jeu de stratégie. 3 nominés, Dune 2 de Westwood Virgin Genesia de Microids et Star-Lords de Microprose. et le vainqueur est... Genesia de Microids sur Amiga. Si nous avons décidé de vous présenter Genesia dans MicroKids, c'est parce que Genesia est un jeu extraordinaire. Les passionnés de jeux sur micro ou sur console ont déjà entendu parler de Powermonger, de Populous ou de Civilisation. Eh bien, Genesia les vaut largement. Et en plus, il est français, il a été créé par Thomas Zighem et édité par la société Microids, représenté par Olivier Graciano. Alors, au début de Genesia, il y a un petit groupe de colons. Il y en a combien, Thomas ? On en dirige au début environ 5-6, c'est vraiment un petit groupe qu'il va falloir aider à prospérer et à monter une civilisation, une sorte de cité. Ils ont chacun un métier. Ils ont tous un métier, ça part du fermier en passant par le bûcheron jusqu'à l'architecte. Et j'imagine qu'ils s'aident les uns les autres. Oui, par exemple, le fermier cultive les champs et apporte la nourriture à ses compatriotes. Par contre, le bûcheron coupe les arbres et est ensuite secondé par un menuisier qui vient scier les planches et les apporter dans l'entrepôt, par exemple. Et il y a des architectes également. Oui, ils construisent les habitations. Ça va de la petite hutte en passant par la caserne, l'entrepôt. Les saisons jouent un rôle important. Oui, c'est exact, il y en a 4 comme dans la réalité. Oui. Il neige, il pleut. Par exemple, lors de la fonte des neiges ou lorsque la pluie tombe, la nappe phréatique est alimentée par cette fonte. Et cette nappe phréatique, si on construit trop de pluie, Elle est asséchée et les arbres ne poussent plus, la population meurt de soif. de la même manière, il y a des incendies, je crois, à certains moments. Oui, c'est exact. Par exemple, lorsque le temps tourne à l'orage, la foudre frappe les forêts et un incendie peut prendre dans cette forêt se propager rapidement. Et là, à ce moment-là, tout l'écosystème est modifié. Oui, et ce qui privera également les bûcherons de leur bois et donc de ne plus construire d'habitation, ni par exemple de chariots. Alors, au fur et à mesure du développement de cette petite civilisation, il y a des enfants qui naissent, des adultes qui meurent, et puis il arrive qu'il y ait des guerres. Oui, c'est exact. En fait, les enfants naissent particulièrement en hiver, car en hiver, les habitants ne sortent pas à cause du froid et restent chez eux à faire certaines choses. Bravo. Comment ça se passe, un combat ? En fait, il y a plusieurs types de combats. Il y a les combats au corps à corps, à armes de jet, lorsqu'on l'a inventé. L'arme de jet, ça va de la fronde au canon.
Et puis il y a des armes plus sophistiquées qu'on découvre. Ça va de la montgolfière en passant par le bateau transport de troupes. Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient créateur d'un jeu? Parce que c'est ton premier jeu. Oui. En fait, au début, il faut être réellement passionné. Oui. Et c'est ce que j'ai fait, presque sans m'en rendre compte, je dirais. Je me suis mis à acheter un Amiga et à programmer. Oui. Tu avais un métier à l'époque? Oui, j'étais programmeur, vendeur en micro-informatique. Oui. Et j'ai dû tout abandonner. Genesia me prenait beaucoup trop de temps. C'est quand même un sacré pari de tout abandonner comme ça. Oui, surtout étant moi-même soutien de famille, ça a été difficile et ce n'était pas mon seul destin que je mettais en cause. Et il a fallu l'avis de ma femme qui m'a d'ailleurs soutenu moralement. Et comment ça s'est passé ensuite? Donc ensuite, j'ai envoyé une démonstration de Genesia à différents éditeurs qui n'ont pas répondu malheureusement, c'est assez difficile. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré, j'ai envoyé une démonstration également à certaines revues françaises, dont Tilt, qui a su retenir Genesia. Et je remercie d'ailleurs Guillaume Le Pennec qui m'a fait un article coup de pouce. Olivier, c'est là où tu as découvert? Oui, Genesia complètement, puisque je lisais Tilt, les previews. Je vois une avant-première qui me paraissait intéressante et donc j'ai appelé Guillaume Le Pennec qui m'a mis en contact avec Thomas Zigan, donc un grand coup de chapeau à Guillaume parce qu'il a eu le nez là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce que Microids a apporté à un programmeur qui était indépendant, qui avait déjà créé son jeu? Alors on a apporté à Thomas une certaine sécurité, un encadrement, parce que Genesia au départ était vraiment bourré de très bonnes idées, mais après le problème c'est qu'il faut parfois mettre des garde-fous, il faut aussi un petit peu peaufiner ces bonnes idées, les arranger, etc. Il y a on a redesigné le jeu complètement ensemble avec Thomas, et en plus on a apporté un savoir-faire de 8 ans d'expérience. Le jeu est sorti sur PC et sur Amiga, et je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs d'Atari. Vu le succès que Genesia connaît sur PC et Amiga, on s'est dit que je pense que les possesseurs d'Atari seraient contents d'avoir aussi une version, et donc il est complètement envisageable de faire une version sur Atari, ainsi qu'une version sur CD-ROM. Dans les années 80, on s'est dessiné à l'écran des petits bonshommes qui ne ressemblent plus à une mosaïque de rectangles, des graphismes hallucinants écrits déjà Tilt. Dès qu'ils sauront représenter à peu près correctement le corps humain, les créateurs de jeux vont penser à une première application, la baston. Karateka sur Apple II sera piraté, imité, amélioré, jusqu'au moderne Street Fighter 2 et autres Street of Rage, sans oublier Karate Kid. Pour donner un cadre plausible à leurs héros sophistiqués, les programmeurs chercheront refuge dans le Moyen-Âge européen. Golden Axe est un bon exemple de ce type de jeu. Le principe est simple et roboratif, cogner sur tout ce qui remue à l'écran. Shadow of the Beast est de la même famille de soft délicats et ô combien poétique. Quant au bon vieux principe du shoot 'em up, on l'améliore sans cesse comme dans Project X, un des meilleurs titres du genre. Aux joies simples succèdent bientôt des plaisirs un peu plus élaborés. Il faut toujours se battre durement contre l'adversité, mais de plus en plus d'astuces est nécessaire. Dans Mission Impossible, qui date de 1984, sens de l'orientation, observation méthodique et esprit logique sont les conditions nécessaires à la survie. Faute de quoi, les seuls muscles et l'agitation frénétique du joystick vous conduisent vite à finir grillé par un robot. Les jeux d'action sont de plus en plus soignés sur le plan graphique. Prince of Persia, dont la deuxième version vient de sortir, établira un nouveau standard de qualité. Même Conan réclame beaucoup de méthodes pour triompher de ses 7 niveaux. Toujours en 1984, le corps à corps ne suffit plus. Petit à petit, le combat devient stratégique. Avec Skyfox, les antiques micros du milieu des années 80 découvrent la stratégie multi-armes. Les graphismes paraissent insupportables aujourd'hui aux nouveaux amateurs, mais les ancêtres se souviennent qu'un tel jeu faisait figure à sa sortie de prouesse technique.
Jusqu'alors réservé à une poignée de fanatiques, le jeu de rôle trouvera d'innombrables supports sur micro-ordinateur, en particulier avec le classique Dungeon Master, dont la maîtrise complète pourrait bien demander plusieurs années. Mais c'est avec Mario et ses nombreux épisodes que le jeu vidéo trouvera son essor définitif. Le succès de l'œuvre de Shigeru Miyamoto ne peut se comparer dans l'histoire des industries culturelles du XXe siècle qu'avec Autant en emporte le vent, E.T. ou les Beatles. Des centaines de millions de cartouches vendues et une carrière qui n'en est peut-être qu'à son début. Comme beaucoup de chefs-d'œuvre, Mario est à la fois simple et compliqué. Simple d'aspect, pas de graphisme spectaculaire, pas de technique de programmation extraordinaire, mais suffisamment compliqué pour décourager la plupart des joueurs adultes et pour passionner des mois durant les centaines de millions de jeunes occidentaux et asiatiques qui s'y sont frottés. Il y a une magie Mario faite de multiples ingrédients subtilement dosés. La contribution de Shigeru Miyamoto ne se limite d'ailleurs pas à Mario. On lui doit aussi un autre classique, Zelda, presque aussi célèbre au Japon et dont le fan club américain compte plusieurs centaines de milliers de membres. La course automobile sur micro ou sur console a détrôné les antiques Scalextric et autres circuits 24. Super Mario Kart utilise un nom connu. Outrun a été l'un des plus grands succès dans les bars ou les salles d'arcade. F-Zero, lui, a été un des premiers piliers de la console Super Nintendo. Quant à Stunt Car, il fut un des premiers titres de course de voiture à utiliser la technique dite de 3D pour 3 dimensions qui permet une représentation graphique de plus en plus réaliste. Et enfin, Super Monaco Grand Prix qui reste dans toutes les mémoires et qui fit vendre des quantités considérables de consoles Mega Drive. Mais sur cette console, ce fut Sonic, le petit hérisson bleu, qui permit à Sega de trouver la réplique au Mario de Nintendo. Une réalisation extrêmement nerveuse avec des prouesses de programmation. Dans les années 80, le sport continue à être un des chevaux de bataille de l'invasion des jeux vidéo. Olympic Gold, sorti pour les Jeux Olympiques de Barcelone, propose une dizaine d'épreuves d'athlétisme et de natation. Avec les années, on sollicite de plus en plus l'intellect des joueurs. Lemmings suppose beaucoup de logique pour triompher de ses pièges. Tetris, lui, est le grand succès prisé des adultes et notamment des femmes. De nombreuses entreprises ont vu leur productivité baisser dans les bureaux depuis l'invention de ce jeu, dû à 2 créateurs russes. Empiler des briques de formes variables qui dégringolent du haut de l'écran, telle est la nouvelle passion des dactylorock que chantait Eddie Mitchell. Le domaine couvert par les jeux s'élargit sans cesse, la simulation d'un avion dans Flight Simulator, la maîtrise d'un univers complexe où le joueur a le rôle d'un dieu avec Populous, la reconstitution de l'aventure des pionniers du rail avec Railroad Tycoon, écrit par Sid Meier, l'inventeur d'une demi-douzaine de jeux qui figurent parmi les meilleures ventes sur micro-ordinateur. À l'orée des années 90, les jeux vidéo sont devenus une industrie majeure, plus structurée, qui propose des centaines de titres très différents, bien loin des jeux simplistes de la décennie précédente. Pour continuer à jouer. Aujourd'hui,
les jeux vidéo n'ont plus grand-chose de commun avec leurs ancêtres des décennies précédentes. Un jeu de 1993 repose sur un programme parfois 100 fois plus gros qu'un jeu de 1983. Sur une cartouche Sega ou Nintendo, on pourrait faire tenir aisément une trentaine de titres de la console Atari, reine d'il y a 10 ans. Mais c'est surtout la qualité des graphismes qui a progressé de manière spectaculaire. Les techniques ont considérablement évolué, elles se rapprochent désormais de l'image de synthèse. Chaque image est calculée en temps réel et non plus dessinée, ce qui permet des angles de vue variables et de plus en plus proches de l'audiovisuel. Il n'y a pas que le dessin à avoir progressé de façon vertigineuse, la musique n'a plus rien à voir avec les pauvres sons électroniques de naguère. On continue à exploiter les bons vieux filons de toujours, la bagarre, ou la sortie conjointe d'un jeu avec un film. Cela dit, les jeux vidéo développent leur propre univers. Une catégorie de titres connaît un essor considérable, celui des jeux d'aventure de plus en plus proches d'un véritable dessin animé interactif. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Ederson. Un titre comme Stunt Island propose, lui, une véritable initiation au tournage et au montage d'un film de cinéma. Les simulateurs, eux, explorent une voie nouvelle qui pourrait bien réconcilier la pédagogie et le jeu. Civilization propose par exemple de refaire l'histoire du monde. SimCity vous met aux commandes d'une ville que vous fabriquez de toutes pièces et qui s'anime, se développe en observant des règles cohérentes. Employant des techniques de plus en plus sophistiquées, créées à partir d'équipes de scénaristes, de dessinateurs, de musiciens et d'ingénieurs de plus en plus nombreux, les jeux vidéo sont les descendants du cinéma. Ils en emploient de plus en plus les méthodes de production et de marketing, à tel point que de nombreux producteurs de cinéma américains envisagent de se recycler dans ce nouveau et prospère 10e art. Oh, how terrible. I'm sorry to hear it. I knew Mr. Bowen from business affairs. Poor Anisette. Sur PC et PC CD-ROM, Lands of Lore de Westwood sur PC, X-Wing de LucasArts sur PC, et le gagnant est... Lands of Lore de Westwood sur PC commence par une des plus jolies séquences d'introduction qu'on ait jamais vues. En plus de ses superbes graphismes et de bruitages spectaculaires, celle-ci contient en effet des voix digitalisées très impressionnantes. It's a pretty little package. Le thème du jeu ? Une méchante sorcière a réussi à mettre la main sur une bague magique qui lui permet de se transformer à volonté en superbe jeune fille ou en affreux corbeau. À l'aide de cette bague et de ses pouvoirs magiques, l'immonde créature va tenter d'asservir le royaume. Et bien entendu, votre groupe d'aventuriers devra l'en empêcher. On retrouve bien sûr dans Lands of Lore tous les ingrédients du jeu de rôle à la Dungeon Master, mais la beauté des graphismes et la qualité de la bande sonore en font un jeu beaucoup plus passionnant que la plupart de ses concurrents. Les décors sont très fouillés et vos adversaires sont pour la plupart hideux à souhait.
L'aventure est de plus entrecoupée de superbes séquences animées telles que celle-ci, que même les aventuriers les plus aguerris ne sont pas prêts d'oublier.